Thutmose III, un nom qui résonne comme celui d'un conquérant, d'un visionnaire, d'un bâtisseur d'empire. Dans cette vidéo, nous allons remonter plus de 3000 ans en arrière pour découvrir la vie du plus grand pharaon guerrier de l'Égypte antique. Nous verrons son enfance marquée par les tensions de cour, son incroyable ascension malgré l'ombre imposante d'Hatchepsout, puis son génie militaire qui transforma l'Égypte en superpuissance. Nous suivrons ses campagnes triomphales, sa diplomatie subtile, son sens politique hors du commun, son rôle de chef d'État, son œuvre religieuse, artistique et architecturale, et enfin l'héritage gigantesque qu'il a laissé à l'histoire. Une véritable odyssée, faite d'ambition, de stratégie et de vision. Alors, si vous aimez les grandes épopées, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on commence l'histoire. Dans les premières années de la 18e dynastie, l'Égypte est un royaume en pleine reconstruction après l'expulsion des Hyksos. L'autorité royale s'est consolidée, mais les équilibres restent fragiles. Les grandes familles militaires gagnent en pouvoir, les prêtres démons étendent leur influence et la cour devient un espace où alliance, ambition et rivalité déterminent l'avenir du pays. C'est dans ce contexte complexe mais fertile qu'un enfant naît au sein de la lignée royale, le futur Thutmose III. Il grandit dans un environnement où la politique se mêle intimement à la religion, où chaque geste du pharaon influe sur la stabilité fragile d'un royaume qui aspire à retrouver sa grandeur. Son père, Thutmose II, n'a pas eu un règne très long ni particulièrement mémorable aux yeux de nombreux scribes, mais il a réussi à maintenir l'unité du pouvoir dans une période de transition. Pour le jeune prince, la figure paternelle reste diffuse, presque idéalisée, car il est encore très jeune lorsque son père meurt. Les souvenirs qu'il garde de lui sont surtout construits par les récits des courtisans, les prêtres et les membres de sa famille, qui façonnent l'image d'un souverain juste, héritier d'une lignée prestigieuse. Cette absence paternelle renforce l'idée que Thutmose III doit construire lui-même sa propre voie, sans jamais pouvoir s'appuyer réellement sur un modèle direct, mais avec la certitude intime qu'il appartient à une dynastie faite pour régner. Dans le palais royal, la vie du jeune prince n'a rien de paisible. La cour est un théâtre permanent où se croisent ambitions personnelles, réseaux d'influence, intrigues discrètes et alliances fluctuantes. Rien n'est laissé au hasard, et chaque enfant royal est observé, évalué, placé dans un cadre précis selon les attentes politiques. Thutmose, en tant que fils d'un pharaon mais issu d'une mère secondaire, se retrouve dans une position ambiguë. Il porte le sang royal, mais sa légitimité n'est pas aussi solide que celle des héritiers, nés d'une grande épouse royale. Cela crée une tension silencieuse autour de lui, une sorte de défi permanent qu'il doit relever pour s'imposer dans un environnement où la hiérarchie familiale et la pureté des lignées comptent autant que la force et l'intelligence. Dès l'enfance, son éducation est rigoureuse. Il apprend les fondements religieux qui structurent la société égyptienne, les mythes de Rê, d'Osiris, d'Horus, l'équilibre de la Maat, mais aussi les rituels quotidiens que le pharaon doit accomplir pour maintenir l'ordre du monde. Les prêtres d'Amon jouent un rôle essentiel dans cette formation. Ils lui enseignent les subtilités du langage symbolique, l'interprétation des signes divins, la manière de dialoguer avec les dieux à travers les rites, les paroles sacrées, les offrandes et les gestes codifiés. Ces leçons, souvent austères pour un enfant, façonnent profondément sa vision du pouvoir. Régner n'est pas seulement gouverner, c'est assurer l'harmonie cosmique dont tout dépend. Au parallèle, son éducation militaire occupe une place centrale. Le jeune Thutmose est initié aux arts de la guerre dès l'adolescence. On lui apprend le maniement de l'arc, l'art de conduire un char, la stratégie de combat et la discipline nécessaire pour diriger des troupes nombreuses. Les instructeurs, souvent issus de familles militaires prestigieuses, remarquent rapidement la vivacité de son esprit, sa capacité à analyser une situation et à réagir avec agilité. Il développe une endurance remarquable, une précision exceptionnelle dans le tir à l'arc et une aisance naturelle à commander. Très tôt, on comprend qu'il n'est pas simplement un prince destiné à porter la couronne, mais un futur chef de guerre, un homme qui sera capable de conduire l'Égypte au-delà de ses frontières traditionnelles. Les années passent, et le jeune prince observe attentivement les rouages du pouvoir. Il comprend que la cour n'est pas un lieu d'innocence. Les chuchotements, les cas, alliances secrètes, les gestes diplomatiques raffinés créent une toile dense où chacun cherche à se positionner.
Le jeune Thoutmôsis apprend ainsi la prudence, la patience, l'art d'écouter avant de parler. Ce caractère réfléchi, presque introverti, ne fait pas de lui un enfant effacé. Au contraire, il développe une force intérieure qui impressionne ceux qui le côtoient. Son entourage, tout en ne le considérant pas encore comme un futur souverain incontournable, reconnaît en lui une détermination discrète mais solide. Un autre élément essentiel de son enfance est son rapport avec les dieux protecteurs de la couronne. Dès sa naissance, il est placé sous la protection d'Ammon, dieu de Thébès, et puissance grandissante dans la sphère politique. Les prêtres voient en lui une âme réceptive, un jeune prince capable d'honorer le Dieu avec une ferveur rare. Les rituels qu'il accomplit, les prières qu'il récite et les processions auxquelles il participe nourrissent en lui un sens profond de la mission sacrée qu'implique la royauté. Cette relation privilégiée avec le clergé d'Amon deviendra plus tard l'un des fondements de sa légitimité face aux défis qui marqueront son ascension. Le palais où il grandit est un lieu fascinant, où se mêlent luxe, savoir et surveillance constante. Les tutorats se succèdent, scribe accompli, archétype du sage, commandant respecté, prêtre d'Amon influent, chacun laisse une trace dans l'esprit du jeune prince. Il développe une curiosité vive pour l'observation du monde. Les animaux sacrés, les phénomènes naturels, les mouvements du Nil, les gestes des artisans, tout attire son regard. Cette ouverture, inhabituelle pour un enfant royal, souvent tenu à l'écart de certaines réalités, lui permet d'acquérir une compréhension fine des multiples strates de la société égyptienne. Ainsi, dans un univers où la pression politique se mêle à l'éducation la plus exigeante, Thoutmôsis III façonne peu à peu son identité. Il ne sait pas encore que son destin surpassera tous les pharaons guerriers avant lui, mais il sent déjà que son chemin sera différent. Son enfance, marquée par la complexité du pouvoir, l'absence paternelle, les rivalités de cour et une formation exceptionnelle, le prépare sans qu'il en ait conscience à devenir une figure majeure de l'histoire de l'Égypte et du monde antique. Lorsque Thoutmôsis II meurt, le jeune Thoutmôsis III est encore trop jeune pour gouverner seul. Selon la tradition, c'est lui qui devrait monter sur le trône, mais la réalité politique est bien plus complexe que la théorie. Les grandes familles nobles et les prêtres d'Amon se concertent pour assurer la stabilité du royaume, et parmi les personnalités influentes se trouve Hatshepsut, grande épouse royale du défunt pharaon. Douée d'une intelligence politique exceptionnelle, soutenue par un solide réseau d'alliés, elle parvient rapidement à s'imposer comme figure dominante dans la gouvernance. Thoutmôsis III est reconnu pharaon mais seulement de manière nominale. C'est Hatshepsut qui exerce le pouvoir réel, d'abord en tant que régente, puis en prenant elle-même les attributs complets de la royauté, jusqu'à se proclamer pharaon à part entière. Pour le jeune roi, cette situation est un choc silencieux. Il se retrouve au cœur d'un système où sa présence est symbolique, presque décorative. On lui laisse une position honorable, mais sans grande influence, tandis que les décisions majeures sont prises sans lui. Hatshepsut, brillante stratège politique, n'agit pas par animosité personnelle, mais par conviction qu'elle seule peut maintenir l'équilibre du royaume. Sa relation avec le jeune Thoutmôsis reste respectueuse, mais jamais égalitaire. Elle le protège, le forme indirectement, mais veille aussi à ce qu'il ne devienne pas un point de ralliement pour ceux qui souhaiteraient contester son pouvoir. Cette coexistence délicate marque profondément le caractère du jeune pharaon. La cour, observant cette configuration inhabituelle, s'adapte rapidement. Les scribes apprennent à écrire les noms de 2 souverains. Les artisans sculptent 2 cartouches. Les prêtres organisent les rituels en conséquence. Mais derrière cette façade harmonieuse, les tensions sont réelles. 2 factions se distinguent. Celle qui soutient la légitimité traditionnelle de Thoutmôsis III et celle qui se rallie au pouvoir efficace et ambitieux d'Hatshepsut. Ces antagonismes restent souvent feutrés, mais ils imprègnent l'atmosphère politique. Le jeune Thoutmôsis apprend ainsi très tôt que le pouvoir ne repose pas seulement sur la naissance, mais sur la capacité à s'entourer, à convaincre et à maîtriser les rouages complexes de la cour. Malgré sa position marginalisée, il n'est pas inactif. Hatshepsut, consciente qu'il doit tout de même être préparé à gouverner un jour, lui laisse un rôle précis, celui d'observateur silencieux. Il participe aux cérémonies, assiste aux audiences, écoute les débats entre scribes et généraux. Il n'a pas le droit de trancher, mais il apprend en permanence. Cette immersion forcée le transforme en un fin analyste. Il comprend les méthodes de gouvernement d'Hatshepsut,
observe les alliances qu'elle tisse, admire sa manière de manipuler l'iconographie pour légitimer son statut et retient la manière dont elle s'appuie sur le clergé d'Amon pour stabiliser son autorité. Ces années que certains auraient vécues comme une frustration dévorante deviennent pour lui une école du pouvoir. Hatshepsut ne se contente pas d'écarter Toutmosis de la scène politique. Elle renforce aussi sa propre image, se faisant représenter en pharaon masculin, portant la barbe postiche assimilée au roi du passé. Cette stratégie iconographique marque l'esprit du jeune prince, qui voit combien l'image peut être une arme politique. Il comprend que la légitimité repose autant sur les réalisations concrètes que sur la manière de les inscrire dans la mémoire collective. Le futur conquérant apprend ainsi que le pouvoir n'est pas seulement une affaire de batailles et de conquêtes, mais aussi de perception et d'héritage. Pendant ces années de co-régence, Toutmosis développe une personnalité qui surprendra plus tard ses contemporains. Privé d'autorité visible, mais entouré d'enseignements permanents, il renforce sa patience. Il ne cherche pas à contester Hatshepsut, ni à rassembler une opposition secrète. Il comprend instinctivement que le moment n'est pas encore venu. Cette maîtrise de soi, rare chez les princes égyptiens destinés à la royauté, devient l'un des traits les plus marquants de son caractère. Il apprend à avancer avec prudence, à observer longuement avant d'agir, à analyser chaque dynamique de pouvoir. Cette posture, loin de le diminuer, construit l'architecte politique qu'il sera plus tard. Il poursuit en parallèle sa formation militaire. Il n'est pas général, mais il s'entraîne avec les troupes, participe à des exercices, étudie les rapports des expéditions menées sous le règne d'Hatshepsut. Il apprend les méthodes de commandement, les stratégies de siège, les chemins commerciaux menant au Levant, aux terres nubiennes, aux routes maritimes. Tout cela nourrit l'ambition silencieuse qu'il garde au fond de lui. Lorsqu'il régnera pleinement, il devra protéger, consolider et étendre l'empire égyptien. Cette cohabitation politique avec Hatshepsut, loin de l'effacer, le façonne en profondeur. Dans les couloirs du palais, certains nobles attendent patiemment que l'enfant devienne un homme. Mais Toutmosis ne manifeste jamais d'impatience. Les mentions rares qu'on trouve dans les archives le décrivent comme un jeune homme posé, discipliné, curieux, respectueux des traditions. Rien dans son comportement ne laisse présager la volonté de renverser sa co-régente. Il préfère devenir indispensable, fiable, bien formé, discret, capable de gagner la confiance de ceux qui l'entourent. Ce comportement, loin d'être de la docilité, témoigne d'une intelligence politique remarquable. Au fil du temps, les frontières entre son apprentissage et sa préparation réelle au pouvoir deviennent de plus en plus ténues. La co-régence, qui aurait pu briser sa légitimité, devient paradoxalement une période décisive où Toutmosis affine son regard politique, développe une compréhension profonde des rapports de force et construit la détermination qui marquera l'ensemble de son règne. Il se forge ainsi dans l'ombre, en silence, mais avec une constance qui impressionnera plus tard ceux qui découvriront l'ampleur de son génie militaire et administratif. Lorsque les premières fissures apparaissent dans l'entourage d'Hatshepsut, il sait que son heure viendra, mais il ne précipite rien. Il attend que le destin, les dieux et les circonstances ouvrent enfin la voie qui lui a été refusée. Et lorsqu'il pourra finalement s'emparer de la pleine autorité royale, il le fera avec l'assurance d'un homme qui a longuement observé, réfléchi et intériorisé chaque nuance du pouvoir. Lorsque Hatshepsut disparaît de la scène politique, la transition est silencieuse, presque mystérieuse. Les archives restent vagues, comme si la cour avait voulu effacer les détails d'un moment délicat. Qu'elle soit morte de cause naturelle, ou qu'elle ait succombé à une maladie n'a jamais été clairement établi, mais ce qui est certain, c'est que son départ crée un vide immense dans l'appareil du pouvoir. Après avoir régné pendant plus de 20 ans, elle avait bâti une administration solide, consolidé l'économie, renforcé les liens religieux avec Amon, et surtout maintenu une stabilité que peu de souverains avaient su préserver. Pour Toutmosis III, ce moment représente l'opportunité tant attendue, celle de prendre enfin la direction réelle de l'Égypte. Sa montée sur le trône en tant que seul maître du pays n'est pas marquée par un éclat triomphal. Elle s'opère sans rupture brutale, mais avec une fermeté discrète. Toutmosis, désormais adulte, sait que toute précipitation pourrait mettre en péril la continuité du pouvoir. Il ne renverse rien, il n'humilie personne, il ne purge pas les anciennes factions. Il s'incline devant le travail accompli par Hatshepsut, tout en préparant silencieusement
les changements nécessaires pour donner au royaume une orientation nouvelle. Cette prudence, loin d'être de la timidité, est une stratégie calculée pour éviter les conflits internes et rassembler toutes les forces derrière son autorité. La première grande transformation qu'il entreprend concerne l'armée. Sous Hatshepsut, les campagnes militaires avaient été limitées, principalement axées sur le commerce et l'exploration plutôt que sur la conquête. Le jeune pharaon comprend que l'Égypte doit renouer avec l'expansion pour consolider sa position dans un Levant instable, où les cités-États cherchent sans cesse à contester la suprématie égyptienne. Il restructure les troupes, renforce les unités de chars, établit des systèmes plus stricts de communication entre les différents garnisons et forme de nouveaux officiers triés sur le volet pour leur loyauté et leurs compétences. Il s'intéresse particulièrement aux contingents recrutés dans les provinces et aux soldats, issus de familles nobles, cherchant à créer une élite militaire soudée et efficace. Sous sa direction, l'armée égyptienne commence à ressembler à un instrument de précision, capable de stratégies complexes, d'avancées rapides et de manœuvres coordonnées. Ce n'est pas encore l'outil qui lui permettra de bâtir l'empire le plus vaste que l'Égypte ait connu, mais les fondations sont posées avec méthode. Parallèlement à ces réformes militaires, Thoutmôsis entreprend des décisions politiques autonomes. Il restructure certaines charges administratives, redéfinit les responsabilités des vizirs, renforce le rôle des intendants régionaux afin de garantir une meilleure circulation des ressources. Le contrôle du granit, de l'or nubien, du cuivre du Sinaï et d'autres matériaux précieux devient une priorité. Pour lui, la stabilité interne est un préalable nécessaire à toute ambition extérieure. Il veille donc à ce que les provinces soient bien administrées, que les impôts soient prélevés avec justice, que les temples disposent des ressources nécessaires pour maintenir les rites qui assurent la faveur divine. Dans les premiers mois de son règne indépendant, il se tourne aussi vers la sphère religieuse. Il sait combien les prêtres d'Amon ont joué un rôle crucial dans la légitimation de la corégence d'Hatshepsut. Pour asseoir sa propre autorité, il renforce ses liens avec eux. Il participe personnellement à des cérémonies majeures, offre des dons substantiels au clergé et supervise certains rituels importants. Cette proximité n'est pas seulement une marque de respect, c'est une stratégie pour rappeler au peuple que l'ordre cosmique passe désormais par lui et que les dieux le soutiennent dans cette transition. Cette atmosphère d'équilibre maîtrisée ne doit pas masquer la détermination profonde du pharaon. S'il agit avec prudence, c'est parce qu'il a compris les leçons de la corégence. Le pouvoir se maintient en surveillant attentivement chaque détail, en consolidant les alliances, en observant les mouvements de ceux qui pourraient contester son autorité. Il est patient, mais il n'est plus l'adolescent silencieux qui subissait les décisions des autres. Désormais, il décide. Il choisit ses conseillers, dirige les projets, impulse la dynamique des actions politiques. Chaque réforme, chaque discours, chaque inscription sur les murs des temples témoigne d'une montée en puissance progressive, mais sûre. Au fur et à mesure que son autorité se renforce, les tensions latentes au Levant se font plus pressantes. Plusieurs cités-États, habitués à une relative autonomie sous le règne d'Hatshepsut, commencent à tester les limites de la présence égyptienne. Les rois locaux échangent des lettres, consolident des alliances, espérant peut-être que le nouveau pharaon sera moins ferme que ses prédécesseurs. Mais Thoutmôsis ne veut pas laisser le doute s'installer. L'Égypte doit être respectée et crainte. Les rapports des éclaireurs, les messages des gouverneurs et les signaux venant des frontières lui montrent que le moment approche. Le vent des futures campagnes souffle déjà sur les plaines du Levant. Dans le même temps, les archives du palais témoignent de son intérêt croissant pour les régions étrangères. Description des routes, inventaire des ressources, relevé des garnisons, rapport des ambassadeurs. Tout cela nourrit sa réflexion, prépare son esprit à ce qui deviendra sa grande œuvre, l'expansion impériale. Avant même de lever la moindre armée, il construit mentalement la carte des conquêtes à venir. Son approche est méthodique, presque scientifique, et montre une capacité remarquable à planifier à long terme. Cette période de transition, souvent décrite comme un simple passage entre deux règnes, est en réalité un moment fondateur. Elle révèle la vision du jeune pharaon, sa maîtrise des équilibres internes et sa volonté de transformer l'Égypte en puissance dominante. Chaque pas qu'il fait dans ses premières années prépare le terrain pour les grandes campagnes qui marqueront son règne. Rien n'est précipité, rien n'est improvisé. Tout s'inscrit dans une dynamique qui mènera l'Égypte vers une ère de gloire et de puissance jamais atteinte auparavant.
Ainsi, en prenant pleinement le pouvoir après la mort d'Hatshepsut, Thutmose III ne se contente pas d'hériter d'un royaume solide. Il commence à le modeler selon sa propre vision, plaçant pierre après pierre les fondations de l'Empire qui deviendra la marque indélébile de son nom dans l'histoire. Lorsque les tensions au Levant deviennent trop intenses pour être ignorées, Thutmose III comprend que le moment est venu de passer de la préparation à l'action. Les cités-États, encouragés par des années de relative liberté sous la régence d'Hatshepsut, souhaitent se libérer définitivement de l'autorité égyptienne. Au centre de cette effervescence se trouve le roi de Kadesh, figure influente qui parvient à rassembler une coalition imposante, regroupant de nombreuses cités du nord de la Palestine et de la Syrie du Sud. Leur objectif est clair, défier l'Égypte, tester la détermination du nouveau pharaon et, si possible, l'affaiblir avant qu'il ne consolide son règne. Pour Thutmose, cette provocation est l'occasion rêvée de montrer à la fois à ses alliés et à ses ennemis que l'époque de la passivité est révolue. La mobilisation de l'armée égyptienne est rapide et méthodique. Les unités se rassemblent à Thèbes, puis longent la vallée du Nil, franchissent le Sinaï et s'engagent dans les routes côtières du Levant. Thutmose III dirige personnellement la marche, conscient que sa présence galvanise les troupes et renforce son autorité. Il inspecte les détachements, échange avec les officiers, supervise les approvisionnements et s'assure que chaque segment de l'armée avance à un rythme cohérent. Plus qu'un chef suprême, il se comporte comme un commandant de terrain, observant méticuleusement chaque détail logistique. Arrivé aux abords de Megiddo, il découvre que la coalition ennemie a choisi une position stratégique exceptionnelle. Perchée sur une hauteur fortifiée, la cité domine les voies commerciales essentielles reliant l'Égypte à la Syrie. La bataille qui s'annonce n'est pas une simple démonstration de force, mais un affrontement décisif pour l'hégémonie régionale. Avant d'engager le combat, Thutmose réunit son conseil militaire. Plusieurs routes mènent à la ville, 2 larges voies sûres et une troisième, étroite, escarpée, jugée risquée par les généraux. La plupart recommandent la prudence, mais le pharaon, après avoir étudié les rapports des éclaireurs, impose une décision audacieuse. Il choisit la route dangereuse, convaincu que les ennemis, persuadés que personne n'oserait s'y aventurer, n'y auront placé aucune défense significative. Cette décision, téméraire en apparence, se révèle un coup de maître. L'armée égyptienne traverse le passage étroit, avance avec discipline et apparaît soudainement face à la coalition, totalement prise au dépourvu. Le choc psychologique est immense. Thutmose ordonne immédiatement l'attaque, consciente qu'il doit exploiter l'effet de surprise. Les troupes égyptiennes progressent avec une rapidité déconcertante, repoussant les lignes ennemies vers la cité fortifiée. La bataille devient un tourbillon de mouvements où la précision de l'infanterie et la mobilité des chars jouent un rôle décisif. La coalition, malgré son nombre et sa position initialement avantageuse, cède sous la pression. Le roi de Kadesh et ses alliés, en pleine déroute, abandonnent le champ de bataille pour se réfugier derrière les murs de Megiddo. Thutmose, observant cette retraite désordonnée, voit s'ouvrir devant lui la possibilité d'une victoire totale. Pourtant, il refuse de se laisser emporter par l'enthousiasme. Plutôt que de précipiter ses troupes dans une poursuite incontrôlée, il choisit de consolider la position, d'organiser un siège solide et de couper méthodiquement toute possibilité de ravitaillement. Le siège de Megiddo devient alors un exercice de patience stratégique. L'armée égyptienne entoure la ville, dresse des palissades, coupe les voies d'accès et surveille minutieusement les mouvements de l'ennemi. Les jours s'étirent, mais Thutmose n'est pas pressé. Il sait que la coalition, enfermée dans la cité, finira par manquer de vivres, d'eau et de morale. Et c'est exactement ce qui se produit. Après plusieurs mois de résistance acharnée, la ville finit par accepter les conditions égyptiennes. L'ouverture des portes marque le premier triomphe majeur du règne de Thutmose III. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle a une portée politique spectaculaire. Les cités voisines comprennent que l'Égypte est dirigée par un souverain, déterminé, audacieux et stratège. La réputation du pharaon se répand rapidement, portée par les messagers et les récits des soldats. Certaines cités qui avaient soutenu Kadesh en secret envoient des tribus pour apaiser sa colère. D'autres réaffirment leur loyauté, conscientes qu'une nouvelle rébellion serait fatalement réprimée. Thutmose profite de ce succès pour structurer un réseau d'influence durable. Il installe des gouverneurs loyaux dans les régions pacifiées, organise la collecte des tribus,
renforce les garnisons et exige des otages de haut rang pour garantir la stabilité. Ce système, à la fois souple et autoritaire, assure que les régions conquises restent alignées sur les intérêts égyptiens, même en son absence. Il ne cherche pas seulement à remporter des batailles, il construit une domination solide et pérenne. Ce premier triomphe marque le début d'une série impressionnante de campagnes qui transformeront l'Égypte en un empire couvrant des centaines de kilomètres au nord et au sud. Mais à Megiddo, tout commence. C'est ici que Thoutmôsis III révèle son génie militaire, sa capacité à anticiper, à surprendre et à maîtriser chaque étape d'une opération. La bataille devient un symbole de son règne. Audace, organisation, discipline et vision à long terme. Sur le chemin du retour, l'accueil triomphal réservé au pharaon confirme l'impact de sa victoire. Les chants, les offrandes, les cérémonies témoignent d'un peuple qui voit en lui non seulement un souverain légitime, mais un chef capable de protéger et d'agrandir le royaume. Il ne s'agit plus du jeune homme relégué à l'ombre de Hatshepsut. Il est désormais le maître incontesté d'un empire en expansion. Alors que les scribes gravent sur les murs des temples les récits de ce triomphe, Thoutmôsis sait que l'œuvre ne fait que commencer. Megiddo n'est qu'un prologue aux conquêtes qui l'attendent. Grâce à cette victoire, il a ouvert la porte d'un immense horizon stratégique, et il est prêt à s'y engager avec la détermination calme qui le caractérisera jusqu'à la fin de son règne. Au fil des années qui suivent la victoire fondatrice de Megiddo, Thoutmôsis III se retrouve engagé dans une série de campagnes exigeantes destinées à consolider l'autorité égyptienne sur le Levant, tout en neutralisant les ambitions du Mitanni, la grande puissance rivalisant avec l'Égypte pour le contrôle des routes commerciales du Nord. Ces expéditions successives ne relèvent pas seulement de prouesses militaires, elles témoignent d'une vision stratégique mûrement réfléchie où chaque mouvement, chaque alliance et chaque siège s'inscrit dans un plan plus vaste d'expansion et de stabilisation. À mesure que les cités du littoral et de l'intérieur tentent d'échapper à la tutelle pharaonique, Thoutmôsis III doit sans cesse revenir sur les territoires fraîchement conquis pour y réaffirmer sa présence. Les campagnes se déroulent souvent au printemps, lorsque les pluies ont nourri les pâturages, permettant aux chevaux et aux bêtes de somme de supporter les longs déplacements. L'armée égyptienne marche alors vers le nord, parfois en plusieurs colonnes, pour surprendre ses adversaires et répondre rapidement aux foyers de dissidence. Le roi ne se contente pas d'affronter les rebelles, il frappe également les grandes puissances susceptibles de soutenir ses soulèvements, comme le Mitanni, dont l'influence s'étend jusqu'aux confins de la haute Mésopotamie. Dans ces expéditions, Thoutmôsis III révèle une remarquable capacité à s'adapter aux réalités du terrain. Le Levant est un patchwork de royaumes et de cités-États, chacune ayant ses propres alliances, ses rivalités internes et sa dynamique particulière. Plutôt que d'imposer une domination brute, le pharaon privilégie un système de vassalité où les chefs locaux conservent leur trône à condition de rester loyaux. Toutefois, la moindre trahison se solde par une réaction rapide. Des garnisons sont installées, des otages de haut rang sont emmenés en Égypte pour garantir la fidélité de leur ville d'origine, et les tribus sont minutieusement contrôlées. Ces pratiques permettent à l'Égypte de projeter son influence sans avoir à maintenir une présence militaire trop lourde. Les sièges deviennent alors un outil crucial dans sa stratégie, face à des villes fortifiées, souvent perchées sur des hauteurs ou protégées par des remparts épais. L'armée égyptienne développe des techniques variées, encerclement patient, coupure des voies d'approvisionnement, assauts ciblés, ou même négociations séparées avec les factions internes prêtes à se rendre. Chaque victoire renforce la réputation du pharaon, qui se construit progressivement une image de souverain invaincu, capable de venir à bout des résistances les plus tenaces. Certaines cités, impressionnées par son efficacité, préfèrent se soumettre d'elles-mêmes avant même de voir apparaître les bannières égyptiennes au loin. Au nord, l'affrontement avec le Mitanni prend une dimension majeure. Le royaume du Mitanni, puissant et bien organisé, possède une cavalerie redoutable et une aristocratie guerrière habituée aux grandes campagnes. Thoutmôsis III comprend que l'ennemi ne peut être vaincu par une seule bataille décisive. Il doit affaiblir ses forces de soutien, couper ses alliances et isoler ses gouverneurs installés dans les cités syriennes. Les campagnes le conduisent jusqu'aux rives de l'Euphrate, où il franchit le fleuve lors d'une expédition audacieuse. Ce geste symbolique marque un tournant. Jamais auparavant, un pharaon n'avait poussé son influence aussi loin vers l'est. Le franchissement de l'Euphrate
n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est un avertissement clair adressé au Mitanni, qui voit sa zone d'influence directement pénétrée par l'Égypte. La logistique joue un rôle fondamental dans ces avancées. Pour soutenir son rythme effréné de campagne, Thoutmôsis III met en place un système d'approvisionnement extrêmement structuré. Les convois transportent nourriture, armes, équipements de siège et matériaux permettant d'entretenir les camps. Des artisans accompagnent l'armée pour réparer les chars, forger des pointes de flèches et maintenir les équipements en état. Le pharaon veille à ce que ses troupes ne manquent de rien, et cette rigueur contribue largement à l'efficacité et à la cohésion de ses forces. Un soldat bien nourri, bien équipé et correctement encadré peut supporter de longues marches et des combats répétés sans perdre en efficacité. Chaque victoire renforce la domination égyptienne sur les routes commerciales vitales. Le bois du Liban, indispensable à la construction navale, l'argent extrait des hauts plateaux, les chevaux syriens très prisés pour les chars, les produits artisanaux de qualité et même les tribus en métaux. Rares, les cités vaincues envoient régulièrement des cargaisons entières de biens précieux vers l'Égypte. Ces richesses affluxent dans les temples, notamment celui d'Amon à Karnak, où elles sont inventoriées avec précision. Le clergé d'Amon, déjà puissant, voit son influence croître parallèlement à l'essor de l'Empire. Ce lien entre conquête, richesse et religion constitue un pilier majeur du pouvoir de Thoutmôsis III. Cependant, les campagnes ne sont pas seulement un enchaînement mécanique d'expéditions militaires. Elles transforment profondément l'image du pharaon, tant aux yeux de ses soldats que de ses adversaires. Son autorité s'impose progressivement comme incontournable. Les chefs locaux comprennent qu'il ne s'agit pas d'un souverain passager, mais d'un maître d'une détermination exceptionnelle, capable de revenir année après année pour maintenir l'ordre. Cette constance forge un empire qui, malgré les distances considérables qu'il couvre, reste étonnamment stable. À mesure que l'influence égyptienne s'étend, Thoutmôsis III doit également gérer les équilibres internes du pouvoir. Les généraux qui l'accompagnent gagnent en prestige, les scribes consignent les exploits, et l'administration doit s'adapter pour intégrer de nouveaux territoires tributaires. Cette capacité à organiser, gouverner et coordonner de vastes régions est l'un des aspects les plus impressionnants de son règne. L'Empire n'est pas simplement le résultat de victoires militaires. Il repose sur une structure administrative solide, où chaque victoire est exploitée pour renforcer le contrôle à long terme. Lorsqu'il retourne en Égypte après ses campagnes successives, il n'est plus seulement un conquérant, il devient le pilier d'une puissance régionale sans égale. Ses triomphes sur le Mitanni, la pacification du Levant, l'intégration de nouvelles routes commerciales et la capture de richesses colossales posent les fondations d'un empire qui atteindra bientôt son apogée. Et tandis que le monde extérieur se réorganise sous son influence, le pharaon prépare déjà d'autres initiatives qui marqueront profondément le destin de son royaume. Au fil de ses nombreuses campagnes, Thoutmôsis III ne se contente pas d'imposer son autorité par les armes. Il développe peu à peu une vision plus large, où les expéditions lointaines, la diplomatie subtile et l'intégration progressive de royaumes étrangers transforment l'Égypte en une véritable puissance impériale. À mesure que ses armées s'aventurent toujours plus loin, le pharaon construit un vaste réseau d'alliances, d'obligations et de liens tributaires qui dépassent largement le simple contrôle militaire. L'objectif n'est plus seulement de gagner des batailles, mais de façonner un monde où l'Égypte occupe une position centrale, respectée et redoutée. Les expéditions lointaines l'entraînent bien au-delà des frontières traditionnelles du royaume. Certaines le conduisent vers les régions montagneuses du nord de la Syrie, d'autres vers les vallées fertiles proches de l'Euphrate, et parfois même jusqu'à des zones encore mal connues des scribes. Ces voyages ne consistent pas uniquement à étendre l'influence égyptienne. Ils servent aussi à observer les richesses, les ressources, les routes commerciales et les équilibres politiques de région dont dépend en grande partie la prospérité de l'Égypte. À chaque passage, il exige le serment de loyauté des chefs locaux, installe des garnisons ou prend des otages de haut rang pour garantir la fidélité de leur cité. Les prises de butin deviennent un élément déterminant de ce système. L'armée égyptienne récupère une multitude de biens précieux, chars étrangers, armes de manufacture locale, statues votives confisquées dans les temples ennemis, coffres emplis d'argent ou d'étain, troupeaux entiers de bœufs et même des embarcations utilisables le long des fleuves du Levant. Ces richesses matérielles
S'ajoutent des captifs, souvent formés en artisans ou intégrés dans les domaines des temples. Le butin n'est pas seulement une récompense, il alimente l'économie, finance les travaux monumentaux, renforce les arsenaux et permet de récompenser les soldats. Cette redistribution savamment orchestrée contribue à maintenir la loyauté de l'armée, qui voit dans chaque campagne non seulement un devoir, mais aussi une opportunité. Cependant, Thoutmôsis III ne veut pas dépendre exclusivement de l'usage de la force. Il s'efforce d'intégrer les élites étrangères dans une structure diplomatique qui stabilise durablement les relations entre les royaumes soumis et le pouvoir central. De nombreux princes issus du Levant sont envoyés en Égypte pour recevoir une éducation égyptienne. Ils apprennent la langue, les coutumes, les codes de la cour et sont sensibilisés à la culture religieuse du royaume. Une fois adultes, ils retournent régner sur leur terre, profondément imprégnés de l'influence égyptienne. Ce procédé transforme des vassaux potentiellement instables en alliés fidèles, dont l'ambition personnelle dépend désormais du bon vouloir du pharaon. Le royaume gagne ainsi en stabilité sans devoir maintenir une forte présence militaire dans chaque cité. La diplomatie occupe une place essentielle dans cette stratégie impériale. Les cités-États asiatiques, chacune avec son propre chef, cherchent continuellement à jouer un jeu d'équilibre entre les grandes puissances du moment, l'Égypte au sud, le Mitanni au nord, parfois les Hittites à l'horizon. Thoutmôsis III comprend que la menace constante d'une intervention militaire n'est efficace que si elle s'accompagne d'un système de relations diplomatiques clair et bien encadré. Il envoie régulièrement des émissaires, parfois haut placés, pour négocier, rappeler les obligations, superviser les tribus ou simplement maintenir le contact avec les dirigeants locaux. Une correspondance dense s'établit entre ces cités et la cour de Thèbes. Chaque tablette, chaque message, chaque présent diplomatique participe à entretenir une relation de dépendance. Les tribus occupent un rôle central dans cette organisation. Ils ne sont pas seulement une marque de soumission, ils servent aussi d'indicateurs de loyauté. Le tribut annuel peut prendre la forme de métaux précieux, de tissus, de bétail, de bois, de chevaux ou d'objets artisanaux. Certaines cités versent même des esclaves formés ou des matériaux rares impossibles à trouver en Égypte. Ces offrandes s'accumulent dans les entrepôts royaux ou sont dédiées aux temples, renforçant le prestige religieux et économique de l'État. Le clergé d'Amon, en particulier, bénéficie largement de ces apports. Les prêtres consignent minutieusement chaque livraison et veillent à ce que l'ordre voulu par le pharaon soit respecté. Ainsi, religion, économie et politique s'entrelacent dans une mécanique qui soutient l'Empire. Thoutmôsis III sait également que le maintien de l'autorité exige une présence physique régulière. Même lorsque la situation paraît stable, il organise des tournées dans les régions clés pour rappeler symboliquement la puissance égyptienne. Ces voyages lui permettent d'inspecter les garnisons, de saluer les chefs locaux, d'être informé directement des tensions naissantes et de montrer que l'Égypte reste attentive aux évolutions politiques du Levant. Le simple fait de voir le pharaon, de marcher dans son camp, de contempler ses troupes disciplinées, suffit souvent à dissuader les velléités de révolte. L'espace impérial qui se dessine peu à peu n'est pas un ensemble homogène. C'est une mosaïque organisée où chaque région joue un rôle spécifique dans la prospérité de l'ensemble. Les ports du littoral fournissent des bois précieux et ouvrent les routes maritimes, les cités de l'intérieur apportent métaux ou produits agricoles, les régions montagneuses fournissent des chevaux robustes et difficilement accessibles autrement. L'Égypte devient un carrefour où les richesses de l'Asie affluent en permanence, transformant le royaume en centre économique autant que militaire. Grâce à cette combinaison de campagnes ciblées, de diplomatie précise et de gestion rigoureuse des tribus, Thoutmôsis III fait plus que conquérir des territoires. Il construit une structure cohérente, durable, capable de survivre au-delà de son règne. L'Empire n'est pas une simple extension territoriale, c'est une constellation de relations politiques soigneusement tissées, où chaque région s'inscrit dans le fonctionnement global de la puissance égyptienne. Et alors que ces conquêtes touchent leur apogée, le pharaon se prépare à consolider encore davantage cette domination en orientant son attention vers des projets religieux, administratifs et architecturaux qui donneront une dimension sacrée à tout l'édifice qu'il a bâti. Alors que ces campagnes militaires tissent autour de l'Égypte un réseau impressionnant de territoires soumis, Thoutmôsis III se révèle tout aussi redoutable dans l'art de gouverner.
Son génie ne s'exprime pas uniquement sur les champs de bataille. Il se manifeste aussi dans sa capacité à transformer un ensemble hétérogène de provinces, de cités et de vassaux en un empire structuré, stable et cohérent. Cette œuvre administrative, moins spectaculaire que ses victoires guerrières, est pourtant essentielle pour comprendre la longévité et la solidité de sa domination. Lorsque le pharaon revient à Thèbes après ses expéditions, il ne retrouve pas un royaume passif. Il dirige un appareil politique en pleine transformation, qu'il s'emploie à perfectionner avec une rigueur méthodique. L'une de ses priorités consiste à réformer l'organisation interne du pays. À mesure que l'empire s'étend, les provinces égyptiennes doivent être capables de fournir ressources, fonctionnaires et troupes avec une efficacité accrue. Thoutmôsis III renforce donc l'autorité du vizir, qui devient un véritable bras droit chargé de coordonner les différents secteurs de l'administration. Le vizir supervise les archives, les tribunaux, les inventaires, les ressources agricoles, les travaux publics et même les temples. Cette centralisation ne vise pas à étouffer les initiatives locales, mais à garantir une cohérence générale dans un royaume qui, désormais, doit gérer des flux constants venant de l'extérieur. Plus l'empire grandit, plus les provinces doivent s'adapter à un système où chaque élément dépend du bon fonctionnement de tous les autres. L'économie égyptienne, quant à elle, bénéficie pleinement de la sagesse administrative du pharaon. Les campagnes militaires ont enrichi le royaume d'une manière inédite, mais encore faut-il que ces richesses soient bien employées. Thoutmôsis III veille à ce que les tributs étrangers soient redistribués avec discernement. Une partie alimente les temples, une autre finance les chantiers royaux et le reste soutient l'armée ou récompense les fonctionnaires méritants. Ce flux constant de biens venus d'Asie crée un cycle économique dynamique qui stimule la production, l'artisanat et le commerce interne. Les ateliers de Thèbes, de Memphis ou d'Héliopolis travaillent à plein régime, utilisant des matériaux rares venus des confins de l'Empire. Le pharaon s'assure que chaque ressource trouve son utilité, que chaque cuivre, chaque planche de cèdre, chaque cheval syrien contribue à la prospérité du royaume. Mais gouverner un empire ne consiste pas seulement à faire circuler les richesses. Il faut également surveiller les gouverneurs locaux, dont la loyauté n'est jamais acquise. Thoutmôsis III sait que les hommes investis d'un pouvoir régional important peuvent être tentés d'agir pour leur propre compte. Il instaure donc un système de contrôle subtil, combinant inspection régulière, correspondance et vérification des tribus. Les gouverneurs doivent tenir des registres détaillés des récoltes, des biens reçus, des travaux accomplis et les transmettre au vizir. Cette surveillance permanente ne brise pas leur autorité, mais elle les maintient dans une relation de dépendance claire envers le pouvoir central. Toute tentative d'abus, de retard ou de dissimulation peut être repérée rapidement et les sanctions sont souvent exemplaires. Relation entre Thoutmôsis III et les prêtres constitue un autre pilier essentiel de sa politique intérieure. Le temple d'Amon à Karnak, en particulier, bénéficie généreusement des offrandes issues des campagnes. En retour, le clergé s'engage à soutenir le pouvoir royal en célébrant les victoires du pharaon et en consolidant sa légitimité divine. Cette alliance étroite entre l'État et la religion est l'une des forces les plus puissantes du règne. Les prêtres, enrichis et honorés, deviennent des partenaires indispensables dans l'organisation de l'Empire, et leur réseau d'influence renforce la stabilité du royaume. Cependant, Thoutmôsis III veille à ne jamais leur laisser une autonomie excessive. Il finance le temple, mais en échange, il contrôle les nominations, surveille les activités et s'assure que le clergé d'Amon ne devienne jamais un pouvoir indépendant. Cet équilibre habile entre collaboration et vigilance garantit une harmonie durable. La structuration de l'Empire repose également sur une gestion fine des territoires étrangers. Dans les provinces nouvellement intégrées, le pharaon instaure un système hiérarchisé. Les chefs locaux demeurent en place, mais sous la supervision d'officiers égyptiens chargés de veiller à la loyauté, de collecter les tributs et de maintenir l'ordre. Ces représentants du pouvoir central sont souvent des hommes d'expérience, qui connaissent parfaitement les réalités du terrain et savent comment prévenir les tensions. Ils jouent un rôle intermédiaire essentiel, transmettant les ordres du pharaon et rapportant les évolutions politiques au vizir. Grâce à eux, l'Empire fonctionne comme une entité vivante, capable de s'adapter aux événements sans perdre sa cohérence. La loyauté, selon Thoutmôsis III, doit être nourrie mais aussi surveillée.
Il comprend que le respect qu'on lui porte ne vient pas seulement de sa grandeur personnelle, mais de sa capacité à offrir sécurité, justice et stabilité. Les populations locales voient en lui un souverain prévisible, juste dans ses décisions, mais redoutable lorsque ses ordres ne sont pas respectés. Cette combinaison de prudence, de fermeté et de générosité contribue à installer un climat où les révoltes deviennent de plus en plus rares. Chacun sait que le pharaon n'hésite pas à agir avec détermination, mais qu'il récompense volontiers ceux qui servent loyalement. Avec le temps, les structures qu'il met en place finissent par créer un empire fondé sur la régularité, la discipline et la stabilité. Les routes commerciales sont sécurisées, les garnisons bien réparties, les provinces régulièrement inspectées, les temples richement dotés, l'administration soigneusement organisée. Le royaume fonctionne comme une machine bien réglée, dans laquelle chaque acteur connaît son rôle et ses obligations. Sous son règne, l'Égypte atteint un niveau d'ordre interne rarement égalé dans son histoire. Ainsi, derrière l'image du guerrier triomphant se cache un souverain profondément attentif à l'efficacité du gouvernement. L'homme qui commande sur les champs de bataille est le même qui lit les rapports, signe les décrets, écoute les doléances et veille personnellement à la cohésion de son territoire. Grâce à cette maîtrise, l'empire qu'il a bâti ne repose pas seulement sur les victoires, mais sur des fondations solides qui lui permettront de prospérer encore longtemps après sa disparition. À mesure que les frontières de l'Empire s'étendent et que l'Égypte s'impose comme puissance dominante du Proche-Orient, Thoutmôsis III entreprend une œuvre d'un autre genre, tout aussi fondamentale pour son règne, la construction. Loin d'être une simple passion artistique, son activité de bâtisseur s'inscrit dans une stratégie politique réfléchie. Par l'architecture, il grave dans la pierre l'autorité qu'il impose dans le monde, renforce la légitimité divine de son pouvoir et offre à l'Égypte une splendeur visuelle qui doit refléter la prospérité de l'Empire. Chaque colonne, chaque obélisque, chaque relief raconte une histoire, celle d'un souverain qui, après avoir triomphé sur les champs de bataille, transforme son royaume en un vaste théâtre de magnificence. Le cœur de cette politique monumentale se trouve à Karnak, centre religieux majeur et siège du culte d'Amon. Thoutmôsis III y voit l'endroit idéal pour matérialiser la puissance de son règne. Il agrandit le complexe, ajoute de nouvelles salles, renforce les sanctuaires et élève des portiques destinés à impressionner quiconque s'avance vers le temple. Le site devient le symbole visible du lien étroit entre le pharaon et la divinité tutélaire de la 18e dynastie. Chaque construction n'est pas seulement un hommage à Amon, elle rappelle que le dieu a conduit Thoutmôsis à la victoire et que grâce à lui, l'Égypte domine désormais un vaste territoire. Dans cette symbiose religieuse, le pouvoir royal trouve une justification indiscutable. Les obélisques jouent un rôle particulièrement emblématique. Taillés dans le granit rouge d'Assouan, transportés avec une précision presque miraculeuse, ils s'élèvent comme des traits de lumière pointant vers le ciel. Thoutmôsis III sait combien ces monuments impressionnent les voyageurs et marquent la mémoire collective. Ils sont des proclamations silencieuses inscrites dans la pierre, où le pharaon raconte ses exploits, ses victoires et sa piété. Les textes gravés exaltent l'harmonie entre l'ordre cosmique et l'autorité royale. Pour qui les lit, il devient évident que l'Empire prospère, parce que son souverain agit selon la volonté d'Amon. La hauteur de ces obélisques, leur élégance sévère, leur brillance sous le soleil, font d'eux les gardiens immobiles d'un règne qui se veut éternel. Les reliefs et inscriptions que fait graver Thoutmôsis III ne sont pas moins importants. Ils transforment les murs des temples en vastes archives visuelles où se déploient scènes de campagne, processions religieuses et listes de tribus. Chaque fresque obéit à une intention claire, raconter, convaincre, magnifier. Dans les galeries de Karnak, on peut voir les princes vaincus apportant leurs offrandes, les soldats ennemis enchaînés, les décomptes méticuleux de richesses accumulées lors des expéditions. Ces images ne sont jamais anodines. Elles montrent que, sous son gouvernement, le monde reconnaît l'Égypte comme force suprême. Les visiteurs, qu'ils soient égyptiens ou étrangers, comprennent en un regard que le pharaon détient la puissance, la faveur divine et l'autorité incontestée. Mais Thoutmôsis III ne se concentre pas uniquement sur le religieux. Il embellit aussi des villes importantes, restaure des sanctuaires anciens, répare des monuments laissés à l'abandon et introduit des innovations artistiques qui marquent un tournant dans l'esthétique de l'époque. Son règne permet l'émergence d'un style plus dynamique,
plus détaillés où les scènes de bataille émergent avec une vigueur nouvelle. Les artistes, inspirés par les expéditions lointaines, intègrent des motifs asiatiques, des formes inédites et parfois même des influences étrangères dans la décoration des temples. Ces apports, discrètement intégrés, témoignent de la capacité de la culture égyptienne à absorber et transformer les éléments venus d'ailleurs. Les jardins botaniques qu'il fait aménager dans son temple commémoratif illustrent d'ailleurs cette ouverture. Lors de ses campagnes en Syrie et au Levant, Thoutmôsis III ordonne la collecte de plantes, fleurs, arbres et animaux inconnus en Égypte. Ces espèces sont rapportées vivantes, soigneusement acclimatées et représentées dans des reliefs d'une précision étonnante. Les murs montrent des oliviers, des figuiers, des gazelles, des ours ou des plantes exotiques stylisées. Preuve que le pharaon ne se contente pas de conquérir des terres. Il en rapatrie aussi l'essence même, enrichissant l'univers égyptien de formes nouvelles. Ce musée vivant témoigne d'une curiosité rare pour un souverain de l'Antiquité, ainsi que d'une volonté de documenter le monde dans toute sa diversité. L'architecture devient aussi un instrument politique puissant. En multipliant les constructions grandioses, Thoutmôsis III s'assure que son nom s'inscrive durablement dans la mémoire de l'Égypte. Les grands chantiers exigent des milliers de travailleurs, d'artisans, de scribes et de superviseurs, créant une activité économique qui stimule le royaume entier. Chaque projet apporte du travail, renforce la loyauté des ouvriers et met en mouvement un réseau complexe de logistique. Le pharaon apparaît alors comme un bienfaiteur, celui qui nourrit les familles, stimule les compétences et guide la prospérité générale. Cette dimension sociale renforce le lien entre le souverain et son peuple, qui voit dans chaque édifice une preuve tangible de la grandeur du règne. La construction répond également à un besoin de contrôle symbolique. Les provinces récemment soumises, ou les régions stratégiques de la Haute-Égypte, reçoivent des temples ou des monuments en son honneur. Ces bâtiments ne sont pas choisis au hasard. Ils s'élèvent dans des lieux où l'autorité royale doit être visible, où les populations doivent sentir la présence du pharaon, même en son absence. L'architecture devient ainsi une manière d'ancrer l'ordre égyptien dans l'espace, d'affirmer que chaque pierre appartient au royaume unifié par Thoutmôsis III. Cette politique monumentale reflète une logique profonde. L'empire ne peut se maintenir uniquement par la force. Il doit aussi s'exprimer dans la beauté, la stabilité et la continuité. C'est pourquoi Thoutmôsis III veille à ce que ses constructions soient durables, parfaitement réalisées et inscrites dans une tradition ancestrale qui garantit leur légitimité. Il n'invente pas un style nouveau, il magnifie celui qu'il hérite de ses prédécesseurs. En entretenant les monuments anciens, il se présente comme le garant de l'ordre cosmique, l'homme qui prolonge l'harmonie instaurée par les dieux depuis la création du monde. Au fil des années, les chantiers se multiplient, les obélisques s'élèvent, les sanctuaires s'étendent, le visage du royaume se transforme, et l'Égypte entre dans une période d'embellissement spectaculaire. Lorsque les générations futures parcourront ces temples, elles verront dans chaque pierre le reflet de la puissance impériale, de la piété du souverain et de la prospérité que son règne a apporté. Ainsi, Thoutmôsis III ne façonne pas seulement l'espace physique de l'Égypte, il façonne la mémoire collective, sculptant un héritage de grandeur destiné à survivre au siècle. Les dernières années de Thoutmôsis III témoignent d'un souverain encore animé d'une énergie farouche, malgré les décennies de règne, les campagnes répétées et le poids d'un empire considérable à maintenir. La vieillesse ne l'a pas adouci, mais elle a donné à ses décisions un caractère plus réfléchi, presque méditatif, nourri d'une expérience accumulée sur tous les fronts. Le champ de bataille, les salles du palais, les sanctuaires d'Amon, les provinces éloignées qui dépendaient de sa vigilance, et les relations délicates avec les grandes familles de cour. À cette époque, l'Égypte est devenue une puissance sans rivale, un royaume qui domine du Soudan jusqu'aux montagnes du Liban, des oasis du désert libyen jusqu'aux rives de l'Euphrate. Le pharaon, désormais auréolé de prestige, avance moins vite qu'autrefois, mais son autorité n'a jamais été aussi écrasante. Parmi les éléments marquants de cette période, on trouve le souci croissant de consolider les fondations de son œuvre. Après tant d'années à courir d'un théâtre d'opération à l'autre, Thoutmôsis consacre une part de plus, en plus importante de son temps à examiner les rouages de son administration, à récompenser les serviteurs loyaux et à surveiller les ambitieux dont la fidélité est hésitante. Les rapports d'inspecteurs arrivent régulièrement, détaillant avec précision l'état des récoltes,
la discipline dans les garnisons et les murmures qui circulent dans certaines provinces. Chaque décision prend en compte cette masse d'informations, car le souverain sait mieux que quiconque qu'un empire aussi vaste ne tient pas uniquement par les armes, mais aussi par la gestion, la présence symbolique et la capacité à se projeter comme figure centrale de l'ordre cosmique. Même dans la vieillesse, Thoutmôsis III ne renonce pas complètement à la guerre. On mentionne encore quelques expéditions secondaires, des gestes destinés à rappeler à ses voisins que le lion d'Amon n'a pas perdu ses crocs. Il ne s'agit plus d'engagements colossaux comme Megiddo ou les campagnes contre le Mitanni, mais de déplacements militaires limités, souvent préventifs, qui rétablissent l'obéissance chez des vassaux tentés d'éprouver la solidité de la domination égyptienne. Ces interventions, brèves mais déterminées, montrent que le vieux roi n'a rien perdu de son instinct martial et qu'il refuse de laisser à son successeur un empire en désordre. Sur le plan familial, Thoutmôsis III porte désormais une attention particulièrement forte à son fils Amenhotep, destiné à lui succéder. L'éducation du prince a été soigneusement encadrée. Apprentissage militaire, formation religieuse, introduction aux responsabilités administratives et participation progressive aux rituels royaux. Le pharaon souhaite éviter au maximum les rivalités internes et les luttes de factions qui ont marqué ses propres débuts. C'est pourquoi il l'associe lentement à certaines décisions, lui confie des missions de représentation et veille à ce que les grands prêtres, les généraux et les gouverneurs le reconnaissent déjà comme héritier légitime et futur maître de l'Empire. Ces efforts se reflètent également dans la manière dont Thoutmôsis prépare sa succession religieuse. Le culte d'Amon, devenu extrêmement puissant sous son règne, représente un pilier essentiel de son autorité et donc un facteur déterminant pour la transmission stable du pouvoir. Le pharaon veille à ce que les relations entre son fils et le clergé soient harmonieuses, car un désaccord entre le futur roi et les prêtres de Karnak pourrait fragiliser l'ordre politique. Il renforce les liens sacrés, supervise les cérémonies importantes et multiplie les dédicaces qui associent son nom à celui de son héritier dans les inscriptions et les offrandes rituelles. Parallèlement à cette préparation, Thoutmôsis III entreprend un bilan presque instinctif de son règne. Les murs des temples se couvrent d'inscriptions retraçant ses victoires, ses constructions, ses dons aux dieux et la manière dont il a façonné la grandeur de l'Égypte. Ce n'est pas seulement un geste de vanité, il s'agit aussi d'un acte politique destiné à inscrire sa mémoire dans la pierre, à inspirer les générations futures et à montrer à Amenhotep l'exemple d'un pharaon qui a su concilier force, intelligence et vision. La monumentalité devient le lien entre le passé glorieux et l'avenir espéré. Elle raconte son histoire pour que nul ne puisse l'oublier. La vieillesse, cependant, apporte aussi la conscience du temps qui s'écoule. Thoutmôsis III sent que son corps fatigue. Les innombrables campagnes, les marches épuisantes, la tension permanente ont laissé des traces. Il se retire plus souvent dans ses résidences royales, se repose dans les jardins et se consacre à la contemplation des œuvres qu'il a bâties. Il ne s'agit pas d'une retraite totale, car son esprit demeure vif, mais d'un ralentissement naturel, presque accepté, comme si le souverain avait compris que son rôle se transforme. D'acteur direct, il devient garant, guide, point d'ancrage. Lorsque la mort approche, l'Empire est au sommet de sa puissance. Les provinces sont pacifiées, les frontières respectées, les routes commerciales actives, les temples resplendissent sous le poids des tribus étrangers, et le futur Amenhotep II est solidement installé dans les esprits comme héritier légitime. Thoutmôsis III s'éteint en laissant derrière lui une Égypte profondément remodelée, enrichie, élargie, disciplinée. Son nom gravé dans la pierre et dans la mémoire collective devient celui du plus grand conquérant de l'histoire pharaonique, un roi dont le parcours exceptionnel a défini un âge d'or. L'héritage de Thoutmôsis III dépasse largement les frontières de son règne et s'étend sur des millénaires, tant son impact sur l'Égypte et sur le monde antique fut profond. À sa mort, il laisse derrière lui une civilisation portée à son apogée, un empire structuré, des frontières élargies et une organisation qui servira de fondement à plusieurs générations de pharaons. Les scribes, les prêtres et les dignitaires qui ont vécu sous son autorité ont façonné son image comme celle d'un souverain inégalé, un roi qui incarne à la fois la grandeur militaire, la puissance politique et la sagesse rituelle. Dès les premières décennies suivant sa disparition, sa mémoire est protégée, célébrée, commentée,
et ses exploits deviennent des références obligées dans les temples et les écoles administratives. L'impact le plus évident se trouve dans le domaine militaire. Les stratégies qu'il a élaborées, les innovations logistiques qu'il a mises en place et la manière dont il a su exploiter la géopolitique du Proche-Orient sont étudiées encore aujourd'hui par les historiens. Thutmose III n'était pas seulement un chef de guerre courageux, il a compris comment construire un système d'influence durable, où les victoires militaires étaient soutenues par un ensemble de mesures administratives, diplomatiques et économiques. Son empire n'était pas une domination brutale vouée à s'effondrer rapidement, mais un édifice finement structuré, capable de résister aux tensions internes et aux ambitions étrangères. C'est cette combinaison rare entre force et gestion qui lui vaut le surnom moderne de Napoléon de l'Antiquité. Ce parallèle avec Napoléon, bien que simplificateur, illustre à quel point Thutmose III est considéré comme un stratège d'exception. Ses campagnes fulgurantes, son souci du détail, sa capacité à surprendre l'adversaire et son aptitude à maintenir l'ordre dans des régions éloignées témoignent d'un esprit lucide, rigoureux, capable d'analyser rapidement une situation complexe. Pourtant, contrairement au général corse, il ne s'est jamais aventuré dans des conquêtes hasardeuses, ni n'a mis en péril les fondations de son royaume. Chaque opération militaire était pensée en fonction d'un objectif impérial précis, et c'est cette prudence calculée qui explique la longévité de son empire après sa mort. Dans les siècles qui suivent, son nom devient une référence religieuse autant que politique. Les prêtres d'Amon, reconnaissant pour les immenses dons qu'il a octroyés au temple, perpétuent activement sa mémoire. À Karnak, ses réalisations architecturales sont admirées par ses successeurs, qui tentent parfois de rivaliser avec lui sans jamais vraiment atteindre la même ampleur. Les murs gravés relatant ses victoires deviennent des sources d'inspiration, des outils de légitimation pour les pharaons ultérieurs qui cherchent à se mesurer à lui. L'aura de Thutmose III est donc entretenue non seulement par ses actions, mais aussi par la volonté institutionnelle de faire de son règne une période modèle, presque mythique. L'historiographie moderne s'est intéressée très tôt à ce personnage fascinant. À mesure que les fouilles et les traductions progressaient, le profil du roi guerrier s'est affirmé. Un homme pragmatique, discipliné, habile à s'entourer de conseillers compétents et doté d'une vision rare pour son époque. Les égyptologues, en analysant les textes du temple de Karnak, les dépêches des provinces asiatiques et les indices laissés par ses adversaires, ont progressivement dessiné l'image d'un souverain qui savait allier puissance et intelligence stratégique. Les débats portent encore aujourd'hui sur certains aspects de son règne, notamment la nature exacte de ses relations avec Hatshepsut ou l'étendue précise de ses conquêtes en Syrie du Nord. Mais tous s'accordent sur un point. Thutmose III fut un géant politique et militaire. Son influence culturelle ne s'arrête pas à l'Antiquité. Dans l'imaginaire moderne, il occupe une place particulière. Il est souvent présenté comme le conquérant parfait, un homme qui aurait à lui seul défini la puissance égyptienne. Sa vie inspire documentaires, romans, essais, reconstitutions et parfois même des œuvres de fiction plus audacieuses. Les expositions consacrées à l'Égypte ancienne accordent souvent une place de choix à ses monuments et à ses inscriptions, et les visiteurs restent fascinés par ce roi, dont le règne a duré plus d'un demi-siècle et dont l'autorité n'a jamais vacillé. L'une des raisons pour lesquelles son nom demeure aussi brillant réside dans la diversité de son œuvre. Il ne peut être réduit à un simple chef de guerre. C'est un bâtisseur, un administrateur, un homme de culture, un roi pieux et un politique habile. Thutmose III est l'incarnation même du souverain polyvalent, capable de maîtriser tous les aspects du pouvoir. Cette polyvalence explique pourquoi il traverse les siècles sans perdre son éclat. Là où d'autres pharaons sont associés à un domaine spécifique, Akhenaton à la religion, Ramsès II à la monumentalité, Toutankhamon à la tombe, Thutmose III brille comme un souverain complet, un roi total. Son héritage est également lié à l'impression de stabilité et d'harmonie que son règne dégage. Même si les tensions internes et les défis extérieurs ont existé, il a su maintenir un équilibre remarquable entre les différents pôles du pouvoir. Le clergé, l'armée, la noblesse et les provinces ont tous été intégrés dans une structure qui fonctionnait avec cohérence et efficacité. C'est cette architecture politique solide qui a permis à l'Égypte de continuer à prospérer après sa disparition. Finalement, si Thutmose III reste l'un des noms les plus éclatants de toute l'histoire pharaonique,
C'est parce qu'il incarne une forme d'idéal. Il est le roi qui a su conquérir sans se perdre, administrer sans s'affaiblir, bâtir sans se détourner de ses responsabilités et transmettre un empire solide à son successeur. Sa vie forme une trajectoire presque parfaite. Un enfant issu d'un contexte difficile, un jeune prince longtemps éclipsé, un souverain qui prend son essor tardivement, puis un conquérant irrésistible, un administrateur lucide, un bâtisseur visionnaire et une figure dont la mémoire a traversé les millénaires. Dans le grand récit de l'Égypte antique, son nom scintille comme un phare, rappelant ce que peut accomplir un être qui unit intelligence, ambition et constance.